Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue à cette nouvelle conférence du Club Cyber. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir Stéphane Borstmeyer qui va nous parler justement des normes techniques et des enjeux stratégiques qui sont derrière ces normes qui sont parfois ennuyeuses. Donc, je vais vous laisser vous présenter et puis continuer sur la présentation. Excusez-moi, mais je vais enlever mon masque si ça ne me dérange pas trop, parce que pour parler pendant 3/4 d'heure, c'est vraiment difficile avec un masque, sauf s'il y a des protestations et tout le monde crie. Et sinon, comme ça, en plus, vous pourrez me voir. Bien. Est-ce que tout le monde m'entend bien? OK. Donc, je m'appelle Stéphane Borstmeyer. Je suis ingénieur informaticien et spécialisé dans les réseaux informatiques et dans les protocoles Internet. Donc, je ne vais pas parler de la normalisation en général, de tous les aspects de la normalisation, ça fait trop, mais plus précisément de la normalisation dans le contexte de l'Internet, simplement parce que c'est un sujet que je connais et personnellement, je préfère les gens qui parlent de ce qu'ils connaissent plutôt que de faire des grandes synthèses qui peuvent ne pas être justifiées. Vous pourrez trouver facilement avec un moteur de recherche quel est mon employeur, mais ceci dit, ce soir, je m'exprime à titre personnel, donc n'accusez pas mon employeur, il dit des bêtises, mieux pour rien. Donc, hop. Ah ben ouais, j'ai fait des mots. Ça marchait bien tout à l'heure, pendant la répétition. Hop. Ah oui, ça va. C'est parfait. Un petit rappel sur l'Internet d'abord pour comprendre l'importance des normes et qu'est-ce que les normes doivent faire là-dedans. Donc, des fois, alors c'est un truc que je fais toujours quand je fais des cours. Vendredi, j'ai un cours à l'université, par exemple. Une des premières questions que je vais poser aux étudiants, c'est définissez l'Internet. C'est quoi l'Internet? Et c'est toujours rigolo parce que ça part dans tous les sens. Souvent, même les non-techniciens définissent l'Internet par des caractéristiques techniques. Par exemple, vous connaissez tous l'article, le cliché archi-classique que l'Internet a été inventé en France parce que l'Internet, c'est le datagramme et qu'on a inventé le datagramme en France. Donc, on définit l'Internet par une technique qui est effectivement utilisée dans l'Internet, mais l'Internet, c'est pas ça. L'Internet n'est pas plus le datagramme que l'aviation, ça n'est le train d'atterrissage des avions, par exemple. De la même façon, on définit parfois Internet par l'ensemble des protocoles réseau utilisés. Et là, vous avez sans doute entendu parler du TCP/IP, Transmission Control Protocol, Internet Protocol, les deux principaux protocoles de l'Internet. Il y a aussi, c'est pas ça, à mon avis, qui caractérise l'Internet, parce qu'il y a des tas de réseaux utilisant TCP/IP qui ne sont pas connectés à l'Internet, des réseaux privés. Ce qui caractérise l'Internet, à mon avis, ce qui est vraiment original, et que n'avait aucun autre réseau avant, et d'ailleurs nous depuis, c'est d'être un réseau multi-organisation et multi-fournisseurs. Multi-organisation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une organisation qui le contrôle, comme par exemple en France, Transpac était contrôlé par France Télécom, et uniquement par France Télécom. Là, l'Internet, au contraire, chaque réseau local, évidemment, a une organisation qui le contrôle, mais l'Internet dans son ensemble, il n'y a pas une organisation qui est en charge. Ne croyez pas certains résumés journalistiques faciles qui vous disent, par exemple, que c'est l'ICANN, le régulateur mondial de l'Internet, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas une organisation en charge. Et multifournisseurs, ça veut dire qu'Internet connecte des machines et des logiciels qui viennent de fournisseurs très différents, qui n'ont pas de rapport particulier. Là encore, c'est très différent des anciens réseaux où il y avait une organisation qui fournissait les logiciels utilisés par tout le monde. Au contraire, là, on a des fournisseurs très différents et qui sont de pays différents, d'entreprises différentes, qui ne se connaissent pas et qui se connaissent, qui ne s'aiment pas forcément. Donc, ça fait que l'Internet nécessite, repose, dépend d'une notion importante, en gras, qui est l'interopérabilité, c'est-à-dire le fait de pouvoir travailler ensemble alors qu'on vient de fournisseurs différents. Donc, cette interopérabilité, l'exemple archi-classique pour l'illustrer, c'est les prises électriques. Alors, c'est fabuleux, vous pouvez acheter un appareil, une machine à café, un ordinateur, une lampe, et ça va pouvoir se brancher sur la prise qui est au mur ici. Ça, c'est l'interopérabilité. Tout appareil va fonctionner avec toute prise et réciproquement, au moins dans un cadre national. Ça, c'est une prise israélienne, par exemple. Ça ne va pas forcément marcher, mais au moins dans un cadre national ou parfois supranational, ça va fonctionner. Donc ça, c'est essentiel. Vous imaginez que l'électricité et les appareils électriques n'auraient certainement pas eu le même succès
s'il y avait eu des prises, s'il avait fallu mettre chez soi des prises pour le matériel de grand, des prises pour le matériel Schneider, des prises pour le matériel, etc., etc. Donc l'interopérabilité, dans le contexte de l'Internet, oublions les prises électriques, c'est par exemple, je peux utiliser le navigateur web Microsoft Edge, le logiciel développé par la société Microsoft et qui est entièrement par elle, pour regarder un site web où le serveur à l'autre bout, c'est Nginx, qui est un logiciel libre développé en Russie et qui donc on n'a pas de rapport particulier avec la société Microsoft. C'est deux logiciels différents, faits par des équipes complètement différentes, dans des pays différents, et pourtant ça marche, pourtant ça fonctionne. De la même façon, je peux, pour envoyer du courrier électronique, utiliser le logiciel bot parlant à un serveur de messagerie postfixe, et le message va être reçu et lu par quelqu'un qui utilise Outlook pour lire son courrier avec un serveur Microsoft Exchange. Il y a encore des mondes complètement différents qui ne se parlent pas spécialement, mais ça fonctionne grâce à l'interopérabilité. Donc ça a l'air, aujourd'hui c'est banal, hein, ça a l'air simple, évident, mais il faut rappeler qu'avant, ça ne se faisait pas comme ça. Les réseaux informatiques avant, c'était au contraire une organisation, en France, France Télécom par exemple, qui faisait tout de A à Z et qui vous imposait un package complet. Et il n'y avait pas d'interopérabilité possible. Et quand on travaillait, par exemple, quand j'ai commencé, il était courant que ça une même entreprise, mettons par exemple client IBM, qui n'avait que de l'IBM, et d'avoir quand même plusieurs réseaux incompatibles et plusieurs systèmes de messagerie incompatibles, même si on n'achetait que de l'IBM. Et tout le monde trouvait ça normal. Alors qu'aujourd'hui, ça semblerait complètement dingue. Il y a quand même encore des secteurs dans l'Internet qui échappent à ça. L'exemple classique, c'est les messageries instantanées. WhatsApp, Messenger, Telegram, Signal, etc. Là, on n'a pas d'interopérabilité. Là, on est, comme autrefois, dans le cadre de ce qu'on appelle les jardins fermés, c'est-à-dire où chacun a ses utilisateurs, son système, et on ne peut pas communiquer, et on est obligé, typiquement sur son ordiphone, de mettre 4 ou 5 applications différentes selon les gens avec qui on va parler. Ce n'est pas pratique du tout, mais ce n'est pas le cas de tout l'Internet, heureusement. Les deux premiers exemples que j'ai cités, c'est le web et le courrier électronique. Et là, cette interopérabilité marche plutôt bien. Alors, comment on fait l'interopérabilité? Comment ça se fait que ça fonctionne? Ce n'est pas magique, le fait que le client web Microsoft Edge va réussir à se connecter au serveur de Nginx et avoir une réponse. Ce n'est pas magique, il y a plusieurs solutions que les informaticiens utilisent. La plus commune, la plus évidente, c'est qu'il y a une spécification écrite, un texte qui dit, ben voilà, pour récupérer un fichier en HTTP, il faut établir une connexion TCP sur le port 80, envoyer la requête GET et puis le chemin, et puis la réponse sera structurée de telle façon, et puis il y aura une ligne vide, et puis après. Enfin, il y a tout un tas de règles techniques qui décrivent ce qu'on appelle un protocole, c'est-à-dire un ensemble de règles, que si tout le monde le respecte, ça se passera bien. Pour reprendre l'exemple des prises électriques qu'il y avait tout à l'heure, hein, il y a une norme quelque part écrite, une spécification écrite qui dit le diamètre des trous, la tension qu'on peut appliquer, ce genre de choses qui font qu'effectivement, les prises et les appareils vont pouvoir interopérer. Donc ça se fait aussi en informatique. Donc tous les protocoles, c'est-à-dire tous les ensembles de règles comme HTTP pour le web, SMTP pour le courrier, le DNS pour les noms de domaine, chacun de ces protocoles est écrit par une spécification écrite. Et donc si par exemple demain, quelqu'un veut écrire un nouveau logiciel, une personne, une organisation veut écrire un nouveau logiciel, il ouvre la spécification, il la lit, c'est plus ou moins marrant, mais enfin, on y arrive, et normalement, à partir de ça, il écrit le programme, et s'il a bien lu la spécification, si elle était claire et bien rédigée et tout ça, son programme va interopérer avec les autres programmes qui suivent la même spécification. Ça, c'est le monde idéal, celui où il y a les licornes qui dansent. La réalité est toujours évidemment plus compliquée. Mais dans le monde idéal, ça fonctionne comme ça, sur la base d'une spécification écrite. Alors, ce n'est pas une règle absolue. Parfois, il y a des protocoles très répandus où il n'y a pas une spécification écrite, pour des raisons diverses. Par exemple, Bitcoin, la monnaie, la crypto-monnaie, il n'y a jamais eu de spécification écrite. L'article originel de Satoshi Nakamoto qui décrit les grands principes, mais il ne décrit pas vraiment une spécification qui permet l'interopérabilité. Pour comparer avec les prises électriques, dans cet article, c'est comme s'il exposait les concepts généraux du transport de l'électricité, mais sans préciser, par exemple, le diamètre des trous.
Donc, ce n'est pas vraiment une spécification. Et en pratique, donc, il y a en fait à peu près aujourd'hui quasiment tous les logiciels qui composent l'écosystème Bitcoin dérivent tous du même logiciel, celui écrit à l'origine par Satoshi Nakamoto, et donc interopèrent parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul logiciel. BitTorrent est un autre cas, c'est un mécanisme de distribution de fichiers en pair à pair, très utilisé et très efficace. Là, par contre, il y a plusieurs programmes, mais comme c'est tous du logiciel libre, enfin, c'est le cas de Bitcoin aussi, mais dans le cas de BitTorrent, il y a eu plutôt la culture de on va regarder ce que les autres programmes font et on va faire à peu près pareil et ça va un peu fonctionner. Un peu comme si pour concevoir des prises électriques qui fonctionnent, on avait fait une prise, puis on avait essayé de rentrer dedans, dans la prise au mur, la prise mâle. Ah, ça marche pas, on va la renier un peu. Ah, ça marche mieux, allez, on renie encore un peu. Ah, ça y est, maintenant ça marche. Cette méthode, évidemment, ne serait pas très efficace pour les prises électriques, mais en informatique, ça se fait des fois. Donc on regarde, on voit, on dit ouais, ça doit être à peu près ça. Et on fait à peu près pareil, et ça fonctionne par essai-erreur et par le fait que l'Internet est une bonne plateforme de test. Donc, je ne dis pas que c'est une bonne méthode. Hein. Quand je donne des cours à des étudiants en informatique, je ne leur conseille certainement pas de faire comme ça. Mais il faut savoir que ça se fait, y compris pour des systèmes assez répandus. Et alors, s'il y a une spécification écrite, se pose la question de qui va écrire la spécification. Il faut que quelqu'un s'y mette, et ce n'est pas un travail forcément très rigolo, et ce n'est pas forcément un travail très valorisé. Et vous ne deviendrez pas riche en écrivant des spécifications. C'est traditionnel de dire que ce que les programmeurs détestent le plus, c'est d'écrire documentation, et la spécification est une forme de documentation. Et ça n'est pas... les gens ne sont pas toujours motivés, mais il faut bien le faire quand même. Il y a plusieurs méthodes pour écrire une spécification. Celle qui est la plus belle politiquement, la plus ouverte, la plus sympa, c'est qu'il y a une organisation de normalisation, ce qu'on appelle une SDO, Standard Development Organization, qui va se taper le travail en travaillant en commun. Parce qu'une spécification peut être écrite par un type tout seul, dans son coin, ou par une entreprise qui le fait tout seul dans son coin, et il y en a des tas qui sont d'ailleurs faites comme ça. L'inconvénient de ce système, il y a plusieurs inconvénients, mais un des inconvénients, c'est politique, c'est que la spécification de cela ne reflète que l'opinion et les intérêts d'une personne ou d'une organisation. Donc, une organisation de normalisation permet de réunir plusieurs acteurs et d'arriver à un accord qui, normalement, va satisfaire tout le monde. Et là encore, on sera heureux, les licornes chanteront et distribueront de la confiture de groseille. Donc ça, c'est la solution idéale, une SDO qui va développer la spécification. Alors, il y a des tas d'organisations de normalisation, hein, c'est un domaine extrêmement peuplé, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes équivalentes. Elles sont très différentes dans leur processus de travail. Par exemple, le processus est plus ou moins ouvert, il y en a qui sont très secrètes. Elles travaillent en petit comité, derrière des portes fermées, on ne sait pas exactement ce qu'ils font, on voit le résultat et encore des fois on ne le voit pas. Il y en a d'autres au contraire qui sont complètement ouvertes, tout se passe en public. Et puis les normes qu'elles écrivent, les spécifications dont je parlais tout à l'heure, des fois sont distribuées librement et gratuitement, des fois il faut payer, des fois il y a des restrictions, des fois il faut signer des documents juridiques compliqués pour avoir accès à la norme. Donc le pluralisme des organisations de normalisation, ce n'est pas juste pour embêter les étudiants, il y a des vraies différences et donc des vrais choix qui se posent. Alors voilà un exemple de norme qui n'a rien à voir avec l'Internet, mais que j'aime bien, c'est la norme ISO 5118. Donc l'ISO est une organisation internationale de normalisation qui fait des tas de choses, qui fait des normes sur des tas de sujets. Et la norme ISO 5218, c'est les codes pour la représentation des sexes. C'est 24 pages, c'est très court pour une norme ISO. D'habitude, ils sont beaucoup plus bavards que ça. 24 pages pour dire que 1, c'est les hommes et 2, c'est les femmes. Et c'est cette norme qui est utilisée, par exemple, dans les numéros INSEE, dit numéro de sécu, pour le premier chiffre qui désigne la personne. Ça s'appuie sur cette norme. Si vous dites, par exemple, pourquoi dans la norme INSEE, il y a écrit que c'est 1 les hommes et 2 les femmes, pourquoi c'est pas le contraire? Ça s'appuie sur l'ISO 5218. C'est pas vraiment une histoire d'interopérabilité, mais c'était l'histoire d'avoir un document sur lequel on peut s'appuyer et qu'on peut dire... Voilà, c'est comme ça. Alors, pourquoi il y a 24 pages? Alors, il suffit de dire ça, parce qu'il y a plein de détails après. Donc, par exemple, un qui dit que c'est pas parce que les hommes c'est 1 et les femmes c'est 2 que les hommes sont supérieurs aux femmes. Tout un tas d'avertissements comme ça qui apparaissent. Voilà, c'est
Un exemple de norme amusante, mais qui a son rôle et qui sert à quelque chose, l'ISO fait des tas de normes sur des tableaux dessus. Donc, il y a des gens qui se sont réunis, qui ont établi une norme, qui ont approuvé par un mécanisme d'approbation pour arriver à ce résultat-là. Bon, on en a des plus gratinés, parce que pourquoi est-ce que c'est important là? Quand même, 1 pour les hommes, 2 pour les femmes, c'est assez arbitraire. On aurait pu prendre autre chose, on aurait pu prendre 0 et 1, on aurait pu inverser, mettre 1 pour les femmes, 2 pour les hommes. C'est pas extrêmement important, donc on peut se dire qu'on pouvait tirer à pile ou face aussi bien. Mais il y a des tas de cas où on ne peut pas tirer à pile ou face, parce que ce qui est normalisé sera sans doute plus répandu, aura plus de succès. C'est le but, là, d'ailleurs. On ne normalise pas pour le plaisir de normaliser, on normalise parce qu'on espère que ça permettra d'avoir des systèmes plus répandus. J'avais pris l'exemple de l'électricité, si on n'avait pas normalisé, si les prises électriques avaient été différentes par fabricant, il est probable qu'on aurait moins d'appareils électriques aujourd'hui. Ça serait peut-être bon pour l'empreinte environnementale, mais ça serait moins bon du point de vue des services et du succès de l'industrie et tout ça. Donc, a priori, on normalise pour que ça se répande largement, notamment pour les non-techniciens, les bricoleurs, les bidouilleurs, ils se débrouilleront peut-être toujours. Pour reprendre l'exemple de l'électricité, ils arriveront peut-être toujours à établir, faire des liaisons entre les prises des modèles différents, éventuellement en prenant des risques, mais on ne peut pas demander ça aux non-techniciens. Donc là, les normes sont utiles pour ces non-techniciens. Alors, ce n'est pas binaire. Il y a beaucoup de gens qui croient que le terme norme, en plus, est ambigu parce qu'il est aussi utilisé par les juristes pour désigner quelque chose d'assez différent. Là, je parle de normes techniques uniquement. Quand on parle de normes en matière de droit, ça n'a pas le même sens. Beaucoup de gens croient que, quand on parle de normes sur Internet, qu'on ne peut faire circuler sur Internet, ou de manière générale, on peut utiliser que ce qui est normalisé. Le reste étant interdit d'une façon ou d'une autre. En fait, ce n'est pas comme ça que ça se passe. On peut parfaitement faire des choses qui ne sont pas normalisées. Il n'y a pas d'interdiction générale contre ça. Mais par contre, et donc on peut faire des choses qui ne sont pas normalisées. On peut les faire fonctionner. Par contre, ça sera peut-être plus difficile, moins pratique, donc moins répandu, donc moins de succès. Donc ça, c'est un point important. La norme n'a pas un pouvoir absolu. La norme technique n'a pas un pouvoir absolu. Alors, moi, je pense que la normalisation, c'est une bonne chose, hein, j'y participe moi-même, parce qu'elle est efficace, parce qu'elle permet de faire des systèmes qui seront plus répandus, qui seront un plus grand succès et qui bénéficieront à plus de gens. Ça veut donc dire que du fait qu'elle est efficace, donc elle a des conséquences, bonnes ou mauvaises, et donc elle est politique. Elle est politique parce que ces conséquences vont permettre des choses, encourager des choses, en ralentir d'autres. Les réseaux informatiques, par exemple, avant Internet, avant le principe d'un réseau multifournisseur, multi-organisation, avec des normes d'interopérabilité, les réseaux informatiques ne décollaient pas. Ça restait dans des coins particuliers. Je me souviens d'une discussion il y a pas mal d'années avec un DSI d'une grande boîte internationale qui expliquait que de toute façon, un réseau entre organisations, ça ne servait à rien. Eux, ce qu'ils faisaient, c'était qu'ils connectaient leurs sous-traitants et puis c'est tout. Ils n'avaient pas besoin d'autre chose et on n'a pas besoin de parler au reste du monde. Bon, aujourd'hui, ça paraît dingue. Vous imaginez le téléphone, par exemple, si le téléphone, quel succès aurait eu le téléphone si une entreprise n'avait pu parler qu'à ses sous-traitants connectés à elle avec ses techniques à elle. Le téléphone n'aurait pas été un succès. C'est le succès du téléphone, c'est que justement tout le monde pouvait parler avec tout le monde. Donc la normalisation a des conséquences et donc du fait de ces conséquences, elle a une valeur, des dangers, des conséquences politiques, et donc ça justifie qu'on s'y intéresse. Alors tout ça est un peu abstrait, on va rentrer dans des considérations plus pratiques après. Donc par exemple, une technique non normalisée, ça produit ce qu'on appelle en anglais le vendor lock-in, l'enfermement dans un seul vendeur. Et là, l'exemple typique, c'est les messageries instantanées dont j'ai parlé. Si vous avez tous vos amis, toutes vos relations que vous utilisez WhatsApp, une décision de Facebook, et hop, peut-être que vous ne pourrez plus communiquer avec eux. Vous serez coupé du monde. Idem, bien sûr, pour les autres messageries instantanées, il n'y a pas d'alternative. Donc, si demain Telegram fait faillite ou disparaît ou que est victime d'une attaque ou un problème comme ça, tous les gens qui utilisent Telegram ne pourront pas facilement changer. Alors, ils pourront bien sûr utiliser une autre messagerie instantanée, mais ils devront refaire tout un réseau social autour. Idem pour tous les choix techniques qu'on a faits. Vous imaginez une entreprise qui aurait utilisé pour la messagerie
Pour le courrier électronique, s'il n'y avait pas eu cette interopérabilité, en fait, c'est une vieille expérience de ma part, c'est que dans les années 1980-1990, il y avait des entreprises qui gagnaient leur vie en faisant des passerelles entre les systèmes de messagerie, les systèmes de courrier électronique, qui à l'époque étaient tous incompatibles. Donc ça créait un business, mais vous voyez les ennuis que ça entraînait, le prix, les problèmes comme ça. Un autre problème aussi, s'il n'y a pas de normalisation, c'est que si une fonction n'est pas normalisée, ben le risque, c'est que ça ne sera pas utilisé. Alors, un exemple classique, c'est le chiffrement. Le courrier électronique, par exemple, aujourd'hui, est renommé pour son insécurité. Une des raisons, c'est qu'effectivement, il n'y a pas eu vraiment, ou en tout cas trop tard, de normalisation des mécanismes de chiffrement. Résultat, ça marche des fois pas, donc c'est pas pratique du tout. Et donc, en général, le courrier électronique reste peu protégé, avec tout un tas de problèmes rigolos de sécurité qu'il y a autour. On pourrait le faire, mais en fait, du fait que c'est pas normalisé, ça va être difficile de mettre tout le monde d'accord là-dessus. Alors, dans des cas comme ça, une partie des utilisateurs peuvent se débrouiller. Par exemple, les acteurs de l'infrastructure de l'Internet utilisent en général la norme OpenPGP pour chiffrer leur courrier électronique et pour communiquer entre eux. Donc, eux s'en tirent, mais c'est tous des techniciens. Le grand public, lui, en général, n'a pas tellement de solutions, à part s'il est bricoleur, il n'a pas tellement de solutions pour sécuriser son courrier électronique. Alors ça, c'était la normalisation en général. Ça, ce que j'ai dit peut s'appliquer à beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris des exemples avec, par exemple, l'électricité. Maintenant, spécialement l'Internet, comment ça fonctionne dans l'Internet? Alors, il n'y a pas une organisation de normalisation sur l'Internet. Il y en a plusieurs. Il y a la même compétition, concurrence que pour d'autres secteurs. En simplifiant, et je simplifie, je ne vais pas tout traiter, il y a une organisation qui s'appelle l'I3E qui normalise ce qu'on appelle les couches basses, c'est-à-dire ce qui est le plus proche de matériel. C'est par exemple l'I3E qui définit une norme Ethernet qui fait qu'on peut brancher une machine, n'importe quelle machine sur n'importe quelle prise Ethernet et que normalement ça fonctionne. C'est également l'I3E qui normalise le Wi-Fi, le Wi-Fi ou la Wi-Fi selon les goûts. Ça ne me dérange pas si on dit l'un ou l'autre. Il y a des polémiques là-dessus, mais ce n'est pas important. C'est l'I3E qui normalise le Wi-Fi, qui donc permet plein de choses intéressantes. Pour les couches moyennes, c'est-à-dire qui ne touchent pas au matériel, mais qui ne touchent pas non plus directement à l'utilisateur. Dans le modèle en couche de réseau, on met en bas ce qui est proche du matériel et en haut ce qui est proche de l'utilisateur. Un jugement de valeur derrière. On considère que l'utilisateur est plus important. Ça laisse une place donc, pour des couches moyennes. C'est tous les protocoles comme HTTP, DNS, BGP, QUIC, qui sont l'infrastructure logicielle de l'Internet. L'infrastructure physique fait que les signaux peuvent passer, mais par-dessus, il y a toute une infrastructure logicielle qui fait qu'on pourra utiliser cette infrastructure physique proprement, que les paquets iront au bon endroit, que les noms seront traduits en adresse IP, qu'on récupérera bien les fichiers comme on veut, etc. Ça, c'est le travail d'une organisation qui s'appelle l'IETF, Internet Engineering Task Force, dont je reparlerai parce que c'est celle où je participe personnellement. Et puis, vous avez peut-être entendu parler d'un autre organisme qui s'appelle le W3C, World Wide Web Consortium, qui travaille dans une partie des couches hautes, vers ce qui est le plus proche de l'utilisateur, le langage de formatage HTML, le langage de mise en page CSS et un certain nombre d'autres choses qui sont beaucoup plus proches de ce que vit l'utilisateur ordinaire de l'Internet. Donc c'est encore technique, mais c'est quand même beaucoup plus proche de ce que voit l'utilisateur. C'est ça qui fait que, par exemple, dans les médias, on parle sans doute plus du W3C que de l'I3E ou de l'IETF. Alors, et il y en a d'autres, hein, c'est une simplification ici, il y en a d'autres, et il n'y a pas de loi ou de règle qui va dire que c'est un tel qui doit s'occuper de telle chose. En général, ces organisations se parlent, se coordonnent, il ne faut pas trop se marcher sur les pieds. Il y a des fois des disputes, il y a des fois des disputes entre l'IETF et W3C sur non, ça c'est à moi, non, c'est à moi. Mais c'est en général, on se parle et ça, en général, ça se passe bien. En général. Il y a un arbitre, c'est jamais les deux organisations. Non. Internet n'a pas une structure hiérarchique. Il n'y a pas de régulateur de l'Internet, il n'y a pas de chef de l'Internet, il n'y a pas de président de l'Internet. Donc, il n'y a pas de mécanisme
pour trancher ce genre de problème. C'est en fait une règle générale dans Internet. Il n'y a pas de mécanisme au-dessus. Il y a des mécanismes locaux. Donc, par exemple, sur le réseau local de l'EGE, ici, il y a un service informatique qui s'en occupe et qui peut prendre des décisions, dire on va faire ci et on ne va pas faire ça. Mais au niveau global de l'Internet, il n'y a pas de mécanisme pour faire ça. Donc, on est dans un mécanisme de concurrence libre et non faussée absolument parfait. Demain, vous pouvez créer une organisation de normalisation et produire des spécifications. Le pire risque que vous courez, c'est que personne ne vous écoutera et que personne n'en tiendra compte. Mais vous pouvez. Il n'y a pas de loi qui vous en empêche. Il n'y a pas de règles. Et j'en profite puisque j'ai eu une question pour dire oui, vous avez le droit de poser des questions, hein, vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin et on est en relativement petit comité, on est tous des gens bien élevés, donc oui, vous avez parfaitement le droit de poser des questions en cours d'exposé, n'hésitez. Voilà, quand je dis ça, c'est les gens qui en profitent. Est-ce que ces organismes sont profondément internationaux ou est-ce qu'ils sont majoritairement américains? C'est une excellente question. Tous les trois, un peu moins pour le W3C, mais tous sont en général des racines aux États-Unis. Après, dans leur participation, c'est plus varié. Par exemple, l'IETF, alors on y voit aussi, bon, l'IETF, les Européens ne sont pas à plaindre, hein, ils représentent une bonne partie des participants. Par contre, les Africains ou les Latino-Américains sont très peu présents. On y voit les changements géopolitiques. Par exemple, à l'IETF, il y a 20 ans, on ne voyait pas de Chinois. Maintenant, on en voit plein. C'est assez logique comme évolution. Donc, les racines sociales d'une organisation pèsent quand même. Donc, il y a une culture qui vient des racines de l'organisation, et même si des gens y participent, plus je dirais que le problème n'est pas uniquement de savoir si les gens sont de telle ou telle nationalité, ça dépend aussi de la culture dans laquelle ils baignent. Par exemple, si on prend l'exemple de l'ICANN, qui est un organisme de régulation d'une partie des noms de domaine sur Internet, c'est varié du point de vue de la nationalité, il y a quand même une culture commune, sans compter le fait que la nationalité est des fois un critère trompeur. Il y a quelqu'un à l'ICANN, par exemple, que je connais, qui prétend toujours qu'il représente l'Afrique, alors qu'il habite à Los Angeles depuis 30 ans. Donc, il peut toujours dire qu'il est né à Dakar, mais il y a une culture qu'on pourrait appeler en simplifiant d'élite mondialisée, qui est largement présente et qui peut être parfois plus importante que la nationalité formelle de la personne. Donc il y a effectivement toujours des questions de diversité qui peuvent se poser. C'est une question intéressante et on pourra en reparler tout à l'heure parce qu'effectivement, il y a des gens. Alors, faut pas voir en plus, par contre, il ne faut pas voir les choses uniquement sous l'angle national, parce que les fractures, les divisions, les désaccords ne reflètent pas forcément les frontières nationales. Par exemple, j'entends des fois des gens dire il n'y a pas assez de Français à l'IETF. S'il y en avait, qu'est-ce qu'ils défendraient? Le vin rouge et le camembert, par exemple, ne sont pas des sujets qui sont traités par l'IETF. Donc, qu'est-ce qu'il y aurait comme prise de position ou comme désaccord qui serait spécifiquement français? Sachant qu'il y a des désaccords, on en verra quelques-uns après, mais ils ne recoupent pas forcément ces frontières nationales. Alors, l'IETF, justement, plus précisément. Donc, l'IETF est une organisation internationale, modulo des bémols, qu'on a dit tout à l'heure et qu'on détaillera, qui est ouverte, c'est un de ses intérêts, ouverte, c'est-à-dire que tout le monde peut participer. Vous, demain, là, vous dites « Ah, j'ai envie de participer à l'IETF », vous pouvez. Il n'y a même pas de processus formel d'inscription, ce n'est pas une association à laquelle on adhère. Quelqu'un qui participe à l'IETF, c'est quelqu'un qui intervient dans un groupe de travail. Tout le processus, de toute façon, est ouvert, hein, tout est public, et donc tout le monde peut participer. Là encore, ça ne veut pas dire que vous serez écouté. Des fois, il y a des gens qui viennent dans les réunions, c'est souvent le cas des gens qui sont envoyés par un État et qui disent « Ah, mais on ne m'a pas écouté ». Si, on t'a écouté, on a quand même fait autre chose. Donc, participer à l'IETF ne signifie pas que vous aurez une influence, ça dépendra de pas mal de choses, enfin en tout cas c'est possible. Ce qui n'est pas le cas de toutes les organisations de normalisation, beaucoup sont fermées soit par le biais de l'argent, il y a une adhésion très chère, soit par le biais d'une cooptation ou de choses comme ça. Alors, justement, ce qui fait que ce n'est pas si ouvert que ça, c'est quand même certainement, avec le W3C, l'organisation de normalisation dans le domaine informatique réseau, qui est la plus ouverte.
avec le W3C, je pense. Ceci dit, il y a des limites à l'ouverture. Bon, en gros, participer nécessite du temps. La normalisation technique, c'est un truc qui peut être fatigant, peut être long. Si vous avez, par exemple, déjà suivi des processus législatifs, avec un projet de loi, des amendements au projet de loi, un aller-retour entre le Sénat et l'Assemblée nationale, le tel amendement qui est retenu, pas retenu, supprimé, vous savez à quel point ça peut être difficile de suivre un tel processus, qu'au bout d'un moment, on a la tête comme ça, on ne se souvient plus qu'est-ce qui a été voté déjà, où on en est, d'autant plus que dans le cadre du système législatif français, le Parlement ne fait rien pour rendre le mécanisme visible. Hein. On a des amendements qui sont des amendements d'amendements, modifier l'amendement 1218 pour changer le 3e paragraphe pour y mettre ça au 2e alinéa. Ça va être quoi le résultat après? C'est souvent très difficile. La normalisation technique, des fois, a le même genre de problème. On a des fois des discussions, il y a des trucs, on ne se rappelle même plus qu'est-ce qui était en jeu, pourquoi il y avait un problème. Par exemple, un des trucs que je trouve le plus agaçant, c'est que des fois, il y a des discussions très longues sur des points de détail, parce qu'au bout du compte, la spécification doit être détaillée. Rappelez-vous le coût des prises électriques, il faut préciser le diamètre des prises et le diamètre exact. Donc ça, c'est important. Mais des fois, les discussions sur les détails empêchent de voir le problème plus général. On discute beaucoup des détails et on finit par oublier les grands principes qu'il y a derrière qui sont plus importants. Donc ça nécessite du temps, ça nécessite des compétences, ça c'est quand même très technique. Donc ça nécessite des compétences techniques relativement pointues, d'autant plus qu'à l'IETF, alors ça dépend de la culture de chaque organisation, mais à l'IETF, il y a une grosse culture très technique, et donc où les discussions plongent très vite dans des arcanes techniques compliquées, donc on ne suit pas. Et puis, il y a un autre problème que je n'ai pas mis ici, auquel votre question me fait penser, c'est que tout est en anglais. Donc, ce qui est clairement, moi, j'ai l'impression que je me débrouille en anglais, mais à la fin d'une journée, il est peut-être comme ça, parce que c'est plus difficile de suivre des discussions compliquées dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle. Alors, il n'y a pas vraiment de solution à ce problème. Hein. L'IETF, on est bien conscient, il n'y a pas vraiment de solution à ce problème, à part des mécanismes très lourds, très chers et très pénibles, comme ça s'utilise dans les conférences internationales, mais qui empêchent le travail réel. Mais c'est clairement un problème. Ça favorise les anglophones. Donc ça, c'est un des points sur lesquels, effectivement, il y a un problème d'internationalisation. Alors, l'IETF produit des normes, les spécifications dont je parlais, enfin, toutes les spécifications ne sont pas des normes, on ne va pas rentrer dans ces détails ici, qui ont l'originalité d'être librement et gratuitement disponibles. Elles sont sur le serveur web, vous pouvez les télécharger, vous pouvez les imprimer, tout ça. Ça paraît aller de soi aujourd'hui, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui de beaucoup d'organismes de normalisation. l'I3E ne fait pas ça. Donc, par exemple, un enseignant en réseau informatique qui veut faire travailler ses étudiants sur des normes IETF, il peut. Les étudiants y ont accès. Sur des normes I3E, il ne peut pas. Parce que quand on les télécharge, il y a précisé qu'on n'a pas le droit de les redistribuer. C'est pareil pour les normes AFNOR, par exemple. C'est un des gros scandales en France aujourd'hui, c'est que l'AFNOR ne distribue toujours pas librement et gratuitement ces normes. Donc, elle les fait payer. L'ISO dont je parlais tout à l'heure, c'est pareil. La norme 5218, une des raisons pour lesquelles je la citais, c'est que c'est une des rares normes ISO qui soit disponible gratuitement. Et la plupart sont payantes, et en francs suisses en plus. C'est un peu drôle. Donc, au contraire, les normes IETF, les RFC, sont disponibles. Alors, le sigle RFC voulait dire quelque chose à l'époque. Il voulait dire quelque chose à l'époque, mais il ne veut plus du tout dire la même chose aujourd'hui, donc on explique plus ce que veut dire le sigle. Donc, un point important, c'est que l'IETF et les autres aussi, toutes celles que j'ai citées aussi, n'ont pas de pouvoir légal. C'est là où le terme de norme peut être trompeur, surtout si vous avez une culture juridique ou politique. Ça ne s'impose pas, à l'IETF, on dit en plaisantant qu'il n'y a pas de police du protocole. Parce que donc il n'y a pas de possibilité, si par exemple quelqu'un lit de travers la spécification et écrit un programme qui ne fait pas exactement comme c'est écrit dans la spécification, on ne peut pas lui envoyer les flics. Il n'y a pas de mécanisme de répression qui est derrière une loi qui permet de sanctionner les gens d'une façon ou d'une autre. Donc, pas de pouvoir légal, ça veut donc dire que, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous pouvez créer votre propre organisation de normalisation et faire vos tests, vous pouvez. Donc, on est là encore dans un système de pur marché, c'est-à-dire que les gens suivent les normes ou pas, selon que ça les intéresse ou pas. Et ça a des grosses conséquences pour la normalisation. C'est-à-dire, par exemple, une norme qui défriserait trop de monde, même si l'IETF l'adoptait,
La norme resterait lettre morte, et en pratique, parmi tous les RFC publiés, certains sont restés lettre morte, parce que pas d'intérêt, ou pas de motivation, ou pas de choses comme ça. Donc c'est un point important à garder en tête aussi. L'IETF ne peut pas obliger les gens à faire comme ça, il ne peut pas les empêcher de faire quelque chose. J'avais cité l'exemple de Bitcoin Forum tout à l'heure, par exemple. Quelqu'un peut parfaitement produire un logiciel suivant des spécifications à lui, et il en a le droit. Il y a des cas où l'IETF ou notre LDO a émis une norme et que l'usage majoritaire est une déviation de cette norme. Oui. Alors, des fois, c'est des déviations pas forcément très importantes. Des fois, c'est tout simplement tout à fait autre chose. Bon, par exemple, pour les messageries instantanées, l'IETF a une norme de communication qui s'appelle XMPP, que personne n'utilise. Toutes les boîtes se sont précipitées dans leur propre système fermé. Ça, c'est un exemple où il y a eu un choix d'ignorer la norme. Il y a des fois des déviations moins graves, qui n'empêchent pas forcément l'interopérabilité, mais qui tirent la norme quand même dans un certain sens. Et il y a des fois où simplement la fonction n'est pas utilisée. Bon, par exemple, dans mon domaine, qui est le cas de la gestion des noms de domaine, la spécialité technique, c'est le DNS et la gestion des noms de domaine. Il y a plein de gens se plaignent de problèmes de sécurité. Il y a une norme de signature des enregistrements de noms de domaine, qui s'appelle DNSSEC, pour Domain Name System Security, et que des tas de gens, que l'IETF a normalisé, mais des tas de gens n'ont pas déclaré. En France, le seul établissement bancaire qui utilise DNSSEC pour sécuriser son nom de domaine, pardon, le seul établissement financier qui utilise DNSSEC pour sécuriser son nom de domaine, c'est un secteur qui normalement prend la sécurité au sérieux, le seul qui le fait en France, c'est PayPal. Et on ne peut pas les forcer, parce qu'ils n'ont pas de pouvoir légal. Donc l'IETF peut produire des textes techniques, mais il ne peut pas forcer la Société Générale ou la Banque Postale à les déployer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le caractère permissionless, sans permission d'Internet. Oui. Une question. Le frein à la diffusion, par exemple, de la norme portant sur la sécurité, j'imagine que c'est une question notamment d'outils. Lorsqu'on crée une norme comme ça, est-ce qu'il y a des études d'impact justement sur le coût que cela peut avoir pour une entreprise ou une structure de ce type en taille? Oui et non. Pas forcément d'études d'impact formalisées, parce que, soyons clairs, dans l'Internet et dans l'informatique en général, ces études d'impact ne valent en général pas tripette et sont très vite dépassées par les évolutions techniques. C'est très difficile de prévoir sérieusement combien ça va coûter. Dans le cas de DNSSEC, je ne pense pas que ça soit ça la raison, parce que par exemple, mes domaines personnels sont signés. Le coût, alors il y a un coût en temps. Il y a un peu de temps, et le temps, c'est de l'argent quand même. Mais c'est pas vraiment ça le problème. C'est une combinaison de facteurs où le coût n'est qu'une petite partie. Mais sinon, à défaut d'études d'impact sur l'aspect financier, l'IETF, par contre, est soucieux de réalisme, et c'est un point qu'on va voir après, sur comment on étudie le réalisme d'une norme avant que de dire aux gens, allez-y, déployez-la. Alors voilà un exemple d'un RFC. Par exemple, ils ont tous un numéro. Ça, c'est le 9156 qui a été publié il y a 2 mois. Tous disponibles librement sur le site de l'éditeur des RFC et sur des tas de miroirs, parce que rappelez-vous que la licence des RFC permet leur redistribution, ce qui fait qu'un enseignant, par exemple, peut les distribuer, peut demander à ses étudiants d'y accéder ou les distribuer. Alors, autrefois, où c'était du papier, on photocopiait. Maintenant, c'est plutôt distribué en ligne. Et donc, chaque RFC décrit. Alors là, 9156, c'est une légère modification du protocole DNS pour mieux préserver la vie privée des utilisateurs, pour qu'il y ait moins d'informations qui fuitent. Et voilà, j'ai un exemple que j'ai pris, enfin, c'est pas complètement au hasard, c'est parce que c'est un de ceux dont je suis l'auteur. C'est aussi un exemple récent, il a été publié pour montrer qu'on va atteindre le RFC 10 000 un de ces jours. J'espère que le logiciel de gestion des RFC ne plantera pas quand il y aura plus de 4 chiffres. Alors, pour la question du réalisme, justement, puis je disais qu'en janvier, il faut vous mettre des jolies photos de plage. L'IETF est très soucieuse du réalisme de ces propositions par rapport effectivement à d'autres organismes de normalisation qui ont fait des fois des normes techniques inimplémentables, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient tout simplement pas les mettre en œuvre tellement c'était complètement irréaliste. Il y a eu une grosse bataille dans les années
1980 et un peu début 1990 entre l'ISO et l'IETF sur des normes pour des réseaux informatiques. Et les normes ISO, j'avais travaillé dessus à l'époque, elles étaient complètement irréalistes. Aucun programmeur n'arrivait à les faire correctement, tellement la spécification était mal faite. L'IETF assure ce caractère réaliste par plusieurs méthodes. Une des méthodes, c'est les hackathons. Donc les hackathons, c'est des programmeurs qui se rassemblent, pas sur la plage, hein, la photo a été prise après, qui se rassemblent et avec des ordinateurs et des pizzas et qui mettent en œuvre les normes prévues. Donc à chaque réunion IETF, il y a un hackathon le week-end d'avant où pendant 2 jours enfermés avec les ordinateurs et les pizzas, on programme les projets de normes qui sont encore en cours d'étude pour s'assurer que c'est réaliste et que c'est faisable et que c'est programmable. Donc ça, c'est un des points importants. Avant même la pandémie de Covid-19, ces hackathons se faisaient en partie à distance. Et notamment, il y a à l'île Maurice, là où était prise la photo, une équipe très dynamique qui travaillait sur ces hackathons à chaque fois, qui à chaque fois nous envoyait des photos comme ça. Donc là, ici, ils avaient travaillé sur le protocole TLS et avaient donc après envoyé la photo pour dire « Ah, le hackathon s'est bien passé, on va maintenant sur la plage ». Donc déjà avant même la pandémie, une partie du hackathon était faite à distance, puisque l'IETF est une organisation internationale, et donc c'était important de faire participer tout le monde. L'île Maurice, c'est un peu loin, les gens n'ont pas forcément d'argent, donc en faisant des hackathons décentralisés, ça permettait d'impliquer dans le travail de l'IETF des gens divers. En plus, ils ont fait un très bon travail. Enfin, ils sont à chaque IETF. Bon, l'équipe tourne un peu, c'est pas mal d'étudiants aussi, ça change, mais ils font du très bon travail. C'est pour illustrer le fait que, justement, grâce au réseau informatique, on peut participer à un travail international sans forcément payer un billet d'avion pour Los Angeles et avec les dépenses pour un Mauricien typique, avec son salaire typique, vivre, etc., passer de une semaine aux États-Unis, c'est vrai. Alors justement, TLS, ce sur quoi avait travaillé l'équipe mauricienne. Donc, je voulais vous mettre des études de cas précises, à rester dans les généralités. J'en avais fait 3, et je me suis aperçu après que toutes les 3 portaient sur le chiffrement, sur la cryptographie. C'est quelque part, c'est normal, parce que c'est souvent ça qui fait des polémiques, des discussions. Et je me suis dit, donc quand même, il n'y a quand même pas que la cryptographie, donc on a rajouté une 4e que vous découvrirez à la fin. Donc, hop, TLS, donc 1.3, c'est parce qu'il y avait des versions 1.0, 1.1, 1.2 qui avaient des faiblesses connues. Le but était évidemment de corriger ces faiblesses, sauf que des gens utilisaient ces faiblesses. Par exemple, en entreprise, il y avait des gens qui exploitaient les faiblesses de TLS pour pouvoir surveiller ce qui se passait, les communications faites par les machines des employés. Alors là, il y a un problème politico-juridique considérable dans lequel je ne vais pas rentrer, mais qui est un sujet extrêmement sensible, puisque les gens qui utilisaient ces failles de TLS réclamaient ce qu'ils appelaient de la visibilité, pouvoir savoir qu'est-ce qui se disait sur leur réseau. C'est ça l'exigence de visibilité. Il y a eu des débats de fous, sans fin, on a perdu plein de temps, des années de discussions et de réunions là-dessus. Finalement, la norme a été publiée en 2018 et les partisans de la visibilité ont perdu, on n'a pas intégré les fonctions qu'ils demandaient. Ce qu'ils ont fait d'ailleurs, c'est qu'ils ont porté ça à une autre organisation de normalisation, l'ETSI, et l'ETSI a accepté de publier une version modifiée de TLS avec les extensions de visibilité. Ça rappelait ce que je disais, il y a plusieurs organisations de normalisation. Donc, on peut faire ce qu'on appelle souvent de manière méprisante le forum shopping, c'est-à-dire que quand un organisme de normalisation ne veut pas de vos idées, on les porte ailleurs. Oui, là, du coup, les gens ont gagné pour pas intégrer cette fonctionnalité de visibilité. Mais c'est quoi? C'était la majorité? C'était les anciens? Excellent. Alors, l'IETF n'a pas de membres. Hein. Je l'ai dit, on n'adhère pas formellement à l'IETF, ce n'est pas une association. Il n'y a pas de vote, parce qu'il n'y a pas de corps électoral déterminé. Un vote suppose un corps électoral, on détermine clairement qui a le droit de vote et qui ne l'a pas. Il n'y a pas ça à l'IETF. Donc, en pratique, c'est un mécanisme assez complexe qui combine la recherche d'un consensus approximatif, proof consensus, avec qu'à bout d'un moment, il y en a qui s'épuisent et qui ne reviennent pas. Là, ils ont été tenaces, hein, parce qu'à plusieurs reprises, il y avait clairement un consensus pour dire non, on ne le fait pas, mais à chaque fois, les gens de la visibilité revenaient avec des nouvelles propositions, et finalement, c'est eux qui ont cédé. Donc, il n'y a pas de mécanisme de décision. En fait, prendre un mécanisme de décision formel à ce niveau-là, c'est très difficile, parce que le vote
il y a le problème de la détermination du corps électoral, qui est un problème. Il y a le problème que l'IETF doit sortir des normes qui sont techniquement solides. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas faire des systèmes du genre un vote par adhérent ou un vote par pays ou des trucs comme ça, parce que c'est pas forcément. Déjà, c'est pas forcément la majorité qui a raison. La technique n'est pas une démocratie. Donc, il y a tout un tas de problèmes et chaque organisation de normalisation règle le problème différemment. Celle où il y a une adhésion payante et souvent très chère, en général, le suffrage est censitaire. C'est-à-dire qu'il y a un système de vote proportionnel à la cotisation. Ce qui n'est pas génial non plus. On ne connaît pas en fait de bonnes méthodes pour ça. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'il y a des gens qui court-circuitent complètement le processus en écrivant leurs propres spécifications et en publiant. Par exemple, parce qu'ils estiment que ces mécanismes-là sont trop lents, trop pénibles. Moi, je pense que c'est vrai que c'est parfois très long et très pénible à l'IETF, mais c'est un peu le prix du consensus. Un autre cas rigolo, ça a été DO, DNS over HTTPS. DNS sur HTTPS. Donc, le protocole DNS, c'est un des rares protocoles Internet où la majorité de la communication est encore en clair, donc facilement écoutable, voire modifiable, ce qui n'est pas génial du point de vue sécurité. Il y a deux normes techniques qui permettent de le chiffrer, qui s'appellent DOT, DNS over TLS, et DO, DNS over HTTPS. Les deux fournissent les mêmes services et ont les mêmes propriétés. Mais curieusement, il y a eu des polémiques que sur DO, pour des raisons assez mystérieuses. Donc, sur le moment, quand ils ont été normalisés techniquement, les deux protocoles sont passés à l'IETF, contrairement à TLS 1.3 où il y a eu des débats pendant des années. Là, c'est passé à toute vitesse. Pas d'objection. En plus, c'était simple techniquement. C'était deux protocoles très simples, pas de problème. On avait fait un hackathon, notamment sur DO, je me souviens. On a même terminé le hackathon avant le harcèlement. Tout marchait bien du premier coup, il n'y avait pas de problème. Donc, techniquement, ça marchait bien. Par contre, une fois le RFC publié en 2018, là, tout à coup, il y a eu un concert de protestation de gens, en gros, tous les gens qui avaient l'habitude de regarder le trafic DNS pour des bonnes ou des mauvaises raisons, qui avaient perdu en visibilité et perdu en contrôle et qui protestaient. Je me souviens d'une réunion au FIC, au Forum international de la cybersécurité, où le représentant d'un gros opérateur français, qui porte un nom de fruit, un représentant d'un gros opérateur français avait dit qu'à cause de DO, ils ne pouvaient plus savoir ce que faisaient leurs clients. C'était maladroit de dire ça dans une réunion publique, à mon avis, mais ça donne bien une idée de quelle était l'idée derrière. Et puis un troisième cas avec la cryptographie qui était intéressant, c'est Quick. Le principal protocole de transport de l'Internet s'appelle TCP, c'est le TCP de TCP/IP. C'est celui qui se charge de faire en sorte que tous les octets arrivent bien au point d'arrivée, sachant que les datagrammes peuvent se perdre, peuvent être modifiés, un reinforcement qui passe, des choses comme ça. Donc il y a un truc qu'on appelle le protocole de transport qui sert de gérer tout ça, de s'assurer que tout arrive bien, de réémettre ce qui n'a pas été transmis. Donc le principal actuellement c'est TCP, il a quelques défauts techniques, et notamment que tout son fonctionnement est en clair, c'est bien que même si on chiffre les informations de transport TCP, un observateur peut voir ce que fait TCP, ce qu'il peut en déduire, par exemple, de certaines informations techniques, il peut en déduire la distance où se trouvent les deux personnes, les deux machines qui parlent, des choses comme ça. Donc, ce n'est pas parfait du point de vue sécurité, et Quick, le successeur qui vise à être le successeur de TCP, c'est pas gagné, chiffre une partie de cette machinerie, si bien qu'on a moins d'informations. Un observateur a moins d'informations. Alors, toujours la même chose, quand même moins d'informations, il y a des gens qui sont contents, parce que leur vie privée est protégée, et il y a d'autres qui ne sont pas contents, parce qu'ils ont perdu en visibilité. Il y a des intérêts différents et des opinions différentes. Ce qui est rigolo, par exemple, c'est qu'à l'IETF, une grande partie du débat a été sur un seul bit de l'entête Quick, qui s'appelait le spin bit, qui se visait uniquement à donner des informations aux observateurs, dont le principe même était contesté par certains. Finalement, quand la norme est sortie, le spin bit était là, mais il était optionnel, on n'est pas obligé de le mettre. Donc les RFC ont été publiés en 2021, et pour l'instant, il n'y a pas encore eu trop de protestations. Je me souviens d'une réunion où des gens représentants d'un opérateur Internet avaient dit que le Quick, c'était pas bien parce que justement, ça leur enlevait de la visibilité, ce qui est un peu le débat classique qu'on a quand il s'agit de la cryptographie. C'est que la cryptographie protège la vie privée, ça peut empêcher les usages légitimes aussi. Comme souvent en sécurité, il n'y a pas de solution miracle. C'est un peu comme IPv4, parce qu'il y a plein de bonnes raisons de s'en servir, mais à cause de l'usage de TCP, ça changera probablement.
Alors, après, les RFC ont été publiés en 2021 et Quick est déjà représente quoi, le quart ou le tiers du trafic déjà, donc va beaucoup plus vite que le déploiement d'IPv6, en partie pour de mauvaises raisons, en partie pour la concentration de l'Internet, qui fait que quand Chrome le fait et que YouTube le fait, d'un seul coup, il y a une grande partie du trafic qui y passe. Donc c'est une mauvaise raison, mais en attendant, ça favorise son déploiement. Donc on verra. En plus, Quick n'a pas, autant IPv6 a pour objectif de remplacer complètement IPv4, autant Quick n'annonce pas qu'il veut remplacer complètement TCP. Donc c'est pas, les ambitions sont moins grandes. Donc en pratique, donc le quatrième exemple que je n'ai pas eu le temps de mettre sur les supports, c'est que c'est un cas qui ne concerne pas le chiffrement, c'est pour les drones. Les drones, c'est des appareils très rigolos, mais qui peuvent être dangereux. Tout le monde se souvient de l'attentat qui a eu lieu contre le Premier ministre irakien il y a quelques mois, où un drone chargé d'explosifs lui a foncé dessus quand il était à la tribune. Il a survécu et ça illustre le fait que quand on est quelque part et qu'on voit un drone approcher, on peut se poser des questions. Est-ce qu'il vient là pour espionner? Est-ce qu'il vient là pour attaquer? Ou est-ce que c'est juste des gens qui s'amusent? Donc il y a tout un travail qui est fait là-dessus. Par exemple en France, le drone dans pas mal d'autres pays aussi, le drone doit diffuser son identificateur en Bluetooth ou en Wi-Fi. Et donc, quelqu'un muni de l'application qui va bien sur son téléphone peut capter et voir quels sont les drones qui tournent autour et quel est leur identificateur. Techniquement, c'est très insuffisant parce qu'un identificateur, oui, d'abord, le drone peut mentir. C'est trivial d'annoncer un autre identificateur. Et ensuite, ça ne vous donne pas grand-chose. Ça ne vous dit pas, par exemple, qui est le pilote, quel est le but du drone, comment le contacter, par exemple, s'il s'approche trop, comment lui dire dégage. La question s'est posée aux États-Unis, par exemple, où un type a réagi de manière typique des États-Unis. Il a sorti son flingue et démoli le drone qui passait au-dessus de son jardin. Et le propriétaire du drone lui a fait un procès en disant qu'on avait attaqué sa propriété privée. C'était quelque chose de sacré aux États-Unis. Le tireur a dit que le droit de défendre sa pelouse, au-dessus de laquelle passait le drone, c'était aussi un droit sacré. Et chacun s'est envoyé les articles de la Constitution à la figure. La question aurait été plus facile à résoudre s'il y avait eu un mécanisme de communication, du genre propriété privée, dégage, des choses comme ça. En fait, il n'y avait aucun moyen, même technique, de faire des sommations dans un cas comme ça. Ça ne veut pas dire que le type avec son flingue aurait fait des sommations, mais de toute façon, il ne pouvait pas en faire. Donc, il y a des travaux actuellement pour essayer de normaliser des solutions pour ça. L'IETF a un projet qui s'appelle DRIP, Drone Remote Identification Protocol, pour essayer de proposer des solutions ouvertes à ce problème. Il faut savoir que pas mal de boîtes privées proposent des solutions clés en main complètes pour des trucs qui relèvent de la sécurité et donc potentiellement de l'État et de son pouvoir régalien. Il y a des boîtes privées qui sont prêtes à vendre des solutions clés en main fermées, et uniquement leurs produits, leurs normes, leurs protocoles, et qui demandent que l'État les rende obligatoires par une loi. Donc la solution, le travail qui est fait actuellement là-dessus, déjà pour demander qu'il y ait des normes ouvertes au moins là-dessus et qui ne soient pas réservées à une boîte particulière. En pratique donc, pour résumer, la normalisation est importante pas parce qu'elle permet ou qu'elle interdit, c'est pas aussi fort que ça, elle n'a pas tant de pouvoir que ça, c'est parce qu'elle va faciliter ou au contraire décourager certaines choses. Donc elle est politique. Le dernier exemple que j'avais cité à propos des drones, compte tenu de la diffusion de ces engins, si demain, la seule solution qu'on a pour identifier les drones, c'est une solution complètement privée, fermée, d'une boîte particulière, ça entraînerait des tas de conséquences stratégiques embêtantes. Donc, je considère que c'est important de participer à cette normalisation technique. J'ai cité l'IETF parce que c'est ce que je connais le mieux, mais c'est valable aussi pour les autres organismes de normalisation. Par contre, ce n'est pas gratuit. Ça nécessite des efforts, de la compétence technique. Il y a des fois des gens qui voudraient, des gens qui sont envoyés par tel ou tel gouvernement qui voudraient que juste avec des raisons, des arguments politiques, ils puissent l'emporter en disant que je suis représentant de tel gouvernement, donc j'ai droit à un vote. Il faut montrer une certaine compétence technique et donc ça nécessite des efforts, c'est pas gratuit, mais c'est nécessaire pour le futur. Voilà un exemple d'une photo que j'avais prise sur mon bureau, j'avais imprimé le texte d'une norme courte de rédaction, c'est la future norme sur HTTP qui va reprendre complètement les spécifications d'HTTP. Maintenant, on a 3 versions de HTTP qui coexistent. Donc, on va faire une version générique et 3 versions spécifiques. Et vous voyez que le texte imprimé fait 252 pages.
Et là, on en est à la version 19 de ce brouillon. Donc, il a fallu lire 19 fois 252 pages pour suivre l'évolution. Alors, l'IETF dispose de tout un tas d'outils très bien pour faciliter le travail, mais bon, ça donne quand même une idée de la difficulté de participer à ça. Donc, en gros, la bonne solution, évidemment, est d'être tout seul, de se regrouper, de faire des trucs, de se partager le travail, parce que sinon, aucun être humain normal ne peut arriver à faire tout ça. Quick, c'était aussi un peu le même problème, c'était un gros machin. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et puis, je crois qu'on est à peu près dans les temps. Et puis maintenant, débat, discussion, objection, critique. Pose ta Stéphane. Tout de suite à votre question de tout à l'heure aussi, c'est qu'à chaque réunion IETF, il y a un bilan chiffré des nationalités des gens qui permet de voir justement, quand je disais par exemple qu'on voyait de plus en plus de Chinois, ce n'est pas juste mon impression personnelle, ça s'appuie sur les chiffres qui sont donnés. Il y a des fois une certaine ambiguïté, parce qu'il y a quand même des gens qui voyagent d'un pays à l'autre. Par exemple, les Indiens, il y en a pas mal qui font une partie de leur carrière en Inde, puis une partie aux États-Unis, puis qui reviennent en Inde, des choses comme ça. Donc, des fois, on peut avoir du mal à savoir où est-ce qu'il faut les classer. Plus rigolo, la statistique homme-femme. Vous n'étonnerez pas en disant qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes qui participent à l'IETF, mais ça a été pas facile d'obtenir des chiffres exacts parce qu'à une époque, ce n'était pas demandé. Puis quand ça a été demandé, ça soulevait des problèmes de vie privée ou de gens qui n'étaient pas d'accord pour qu'on parle de ça. Donc, on a fini par faire une case facultative où on était homme, femme, autre, où deux refusent de répondre. Et donc, ça rend, bon, c'est une bonne idée, mais ça rend un peu difficile de faire certaines statistiques. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Et du coup, en revanche, votre nationalité, vous êtes obligé de l'exprimer? Là, par contre, oui. Mais personne ne la vérifie, et donc il est possible, par exemple, que des gens... Il y a des fois des ambiguïtés. Hein. Un employé de la filiale états-unienne de Huawei, un employé états-unien de la filiale états-unienne de Huawei, qui est un cas très fréquent. Hein. On a vu dans ces dernières années à l'IETF, de plus en plus de gens qu'on connaissait changer de nom sur leur badge pour passer à Huawei. Qu'est-ce qu'ils mettent comme nationalité? Il y a la nationalité de la personne, celle de l'organisation, et en plus souvent en informatique, les gens travaillent à distance. Donc par exemple, ça peut être quelqu'un qui vit en France et qui travaille qui télétravaille pour une entreprise qui est aux États-Unis. Donc des fois, ça peut être compliqué de voir. Alors, vous faites la nationalité de la personne, la nationalité de l'entreprise, et puis on va se mettre là. Tout à fait. En gros, en s'appelant, je disais, les Européens en passent, hein, ils sont très présents. Ceux qui auraient plus à se plaindre, c'est les Latino-Américains ou les Africains. Ceux-là sont effectivement très sous-représentés. Et une bonne partie de l'Asie est assez sous-représentée. Mais ça rend les choses. C'est cet exemple que je citais des Indiens qui est compliqué. On voit beaucoup de gens qui sont d'origine indienne ou chinoise et qui travaillent aux États-Unis. Donc, question intéressante de savoir où on les classe. Une question que je me suis dit par curiosité, on a toujours présenté RFC comme Request for Comments. C'était l'ancien SIG, oui. Ben oui, parce que c'est plus il n'y a plus de commentaires maintenant. Maintenant, c'est les documents définitifs. Les documents en cours de travail, c'est ce qu'ils appellent les Internet Drafts ici. Et ceux-là sont vraiment pour les commentaires. Avec les RFC, c'est maintenant le document définitif, donc ils méritent plus son nom. Oui, dans votre expérience personnelle, est-ce que, avec la technologie qui avance toujours plus compliquée, est-ce que les normes deviennent, voilà, on est à 250 pages, est-ce que ça ne devient pas justement de plus en plus long et compliqué de trouver un consensus? C'est une remarque que font pas mal de gens à l'IETF, notamment des gens, des old-timers, ou ce qu'on appelle à l'IETF les barbes grises, qui sont des gens qui ont connu l'IETF depuis ses débuts, et tout ça, qui disent « Ah, autrefois, on faisait des RFC en 3 pages et ça marchait, et maintenant, il faut 250 pages pour faire moins bien. » Alors, il y a une partie nostalgie dépassée. Il y a une partie qui a effectivement un problème, c'est qu'on précise beaucoup plus de trucs, il y a beaucoup plus de détails. C'est-à-dire qu'au tout début de l'IETF, les gens qui se réunissaient dans une salle et qui écrivaient les RFC étaient également ceux qui allaient les programmer et suivre le déploiement et tout faire. Et donc, les échanges entre eux étaient plus intenses et permettaient de combler les trous qu'il y avait dans la norme. Aujourd'hui, où c'est bien plus dispersé, souvent les gens qui mettront en œuvre HTTP, ils auront lu le RFC, ils n'auront jamais eu de contact avec les auteurs.
Donc, il faut que le texte soit beaucoup plus précis et beaucoup plus détaillé. Donc, ça entraîne... Et là, c'est même pas de la cryptographie, hein. Il n'y a pas eu de cryptographie dans ce document-là. Donc, par contre, il y a eu toutes les pressions liées au succès du web, qui fait qu'on a rajouté plein de trucs dans HTTP, qui fait que HTTP, qui était prévu pour être un protocole très simple, voire trivial. Je rappelle que quand Tim Berners-Lee avait voulu publier un article décrivant le web, son article avait été refusé par toutes les revues scientifiques et techniques parce que c'était trop simple. Alors qu'à l'époque, on faisait déjà des trucs plus perfectionnés. Donc, c'était trop sommaire. En fait, une partie du succès du web, c'est justement que c'était sommaire. Mais quand ça a eu du succès, on s'est mis à y rajouter plein de choses. Et ça entraîne effectivement des normes très compliquées. Mais il y a effectivement une réflexion là-dessus, du genre, est-ce qu'il n'y a pas trop de RFC, s'ils ne sont pas trop longs, s'ils ne sont pas trop compliqués. C'est une évolution quand même courante dans l'histoire humaine. Hein. C'est-à-dire qu'au début, on commence par vous comparer le code d'Hammurabi qui est au Louvre, où c'est une plaque, un caillou avec dessus tous les textes de loi de l'époque d'Hammurabi, et vous comparez ça avec le code pénal, le code civil d'aujourd'hui. C'est pas comparable. Je ne dis pas que c'est bon, cette inflation de normes, mais c'est une évolution qui est courante dans l'histoire humaine. On a pas mal de questions en ligne. Je propose d'en poser quelques-unes. Alors, j'ai une première question, je vais prendre un petit peu dans l'ordre qui avait été posée. Les grandes entreprises internationales en situation de quasi-monopole n'ont-elles pas intérêt à se regrouper en SDO pour imposer leurs normes, ou bien à noyauter ceux existants dans cette perspective? Et existe-t-il des mécanismes ou garde-fous permettant d'assurer une certaine indépendance? Alors, elles le peuvent et elles le font. 3GPP, par exemple, qui fait les normes sur téléphone mobile, 4G, 5G, etc. C'est ça, hein, c'est un consortium, une clique, si on veut être méchant, un consortium d'un petit nombre de grosses entreprises qui font les choses entre elles de leur côté de manière extrêmement fermée. Donc elles le peuvent. Dans les organisations de normalisation qui se veulent ouvertes, la stratégie pour éviter ce genre de problème, c'est la transparence. On ne peut pas bloquer telle ou telle boîte, mais on peut au moins faire que les choses soient transparentes. Il y avait eu, pour donner des exemples des débats qu'il y avait eu dans l'IETF, il y a en gros 3 constructeurs de routeurs haut de gamme. Aujourd'hui, il y a Cisco, Juniper et Huawei. Et donc, dans les groupes de travail de l'IETF qui s'occupent du routage, il y a forcément une très forte présence de ces boîtes. Et on a eu des cas, par exemple, où tout groupe de travail, normalement, a 2 coprésidents. Il y a des cas où un groupe de travail sur le routage, les 2 coprésidents étaient tous les 2 chez Cisco ou tous les 2 chez Juniper. Ça pourrait poser un problème. D'un autre côté, le problème, c'est que pour une organisation comme l'IETF qui veut des trucs qui soient techniquement corrects, le problème, c'est que les gens qui sont compétents en matière de routage, ils sont tous employés, soit de Cisco, soit de Juniper, soit de Huawei. Donc, ça rend difficile, plus quelques universitaires, mais les universitaires, très souvent, ils ont des contrats avec ces boîtes-là. Et donc, ils ne sont pas plus indépendants, même s'ils ne sont pas formellement employés. Donc, la seule solution partielle, c'est la transparence. C'est-à-dire qu'au moins, on le sait. Pour donner un exemple amusant, mais réel, il y a à chaque réunion de l'IETF, il y a au moins un type avec un badge où, comme employeur, il y a marqué NSA. Et il y a des gens qui ont dit, compte tenu du rôle de la NSA et surtout de son rôle négatif par la normalisation, comment ça se fait qu'on accepte ces gens-là? L'argument est toujours le même, c'est de dire que ça serait encore pire si on les interdisait, parce que le type qui a le badge de la NSA, c'est pas lui qui est le plus dangereux. Le plus dangereux, c'est celui qui travaille pour une boîte qui est en fait un faux nom de la NSA, comme l'avait fait la CIA avec le fabricant de produits cryptographiques en Suisse, qui était en fait une filiale cachée de la CIA et qui vendait des produits délibérément affaiblis. Donc, au moins, il faut mieux que les choses soient transparentes. Mais c'est sûr que ça ne convient pas à tout le monde. Hein. C'est un problème parce qu'il y a des tas de boîtes. Par exemple, c'est un problème pour les États. Souvent, les gouvernements ils disent mais on voudrait qu'il y ait une présence officielle des États à l'IETF. Le problème, c'est quand c'est un type qui est envoyé par son gouvernement, il peut quasiment rien faire tout seul, il doit rendre compte tout le temps, et donc il ne peut pas, alors que l'IETF favorise des discussions rapides où on change, ou pendant le hackathon par exemple, on trouve une bug, on la corrige, on modifie le draft de futur RFC, et ça tourne comme ça. Ce n'est pas du tout la façon dont fonctionnent les gouvernements et certaines grosses entreprises. Donc là, ça leur pose un problème. Un autre exemple que j'avais vécu personnellement, c'est qu'après une réunion où j'avais présenté des techniques d'anonymisation, il y a 2 types qui viennent me voir et qui m'expliquent qu'ils ne sont pas d'accord, qu'il y a des dangers dans ce que je proposais, que je vois leur badge, j'ai marqué FBI. Dit, écoutez, vos arguments sont tout à fait valables, mais pourquoi vous ne les avez pas dit pendant la réunion? Et que, en fait, ils ne peuvent pas.
Ils n'ont absolument pas le droit de s'exprimer dans des réunions publiques, sauf à avoir 50 validations par-dessus. Donc, dans ces conditions, la transparence n'assure pas complètement qu'il n'y a pas de problème. Au moins, elle permet de voir un peu qui agit et pourquoi, et même si ça défrise donc certaines entreprises ou certaines organisations, c'est la bonne façon de limiter les risques. Par exemple, un autre exemple fameux dans la normalisation, c'est la NSA qui est intervenue auprès du NIST, qui est un organisme de normalisation nationale aux États-Unis, pour affaiblir un système qui était utilisé dans la cryptographie, du AECBRG, un truc comme ça. C'était possible parce que le NIST est une organisation fermée, on ne sait pas qui décide à la fin d'adopter la norme sous tel angle ou tel autre. Contrairement à l'IETF, où tout est public, donc on sait qui a dit qu'il était pour, qui a dit qu'il était contre, qui a élevé des objections. Au NIST, on ne sait pas. Donc ça permet à la NSA de manquer et de casser les normes, de casser les techniques utilisées. Au moins ça, à l'IETF, ce ne serait pas possible. Il y a toujours des magouilles possibles. Hein. Tant qu'il y aura des humains qui font de la politique, il y aura des magouilles, mais elles sont plus difficiles. J'ai une autre question d'Arthur Rivémont qui pose la question du financement de l'IETF et potentiellement des autres idées aussi. Alors, oui, l'IETF, le financement provient de plusieurs sources, mais les deux principales. L'une, c'est un financement assuré par l'Internet Society, qui elle-même doit son argent de l'exploitation du domaine.org. Enfin, non, il y a plusieurs sources de financement de l'Internet Society, notamment des dons des grosses entreprises qui ont un intérêt à ce que l'Internet fonctionne, qui servent de l'Internet Society pour représenter l'Internet dans sa globalité. Mais il y a aussi l'exploitation du domaine.org qui rapporte de l'argent. Puis la deuxième source, c'est les gens qui payent pour la participation aux réunions physiques. Ça s'est pas mal élargi avec l'épidémie de Covid-19. On n'a pas tenu de réunion physique depuis 2 ans. Donc, ça pose effectivement des problèmes. Là aussi, il y a tout un débat dans l'IETF. On dit est-ce qu'on ne dépense pas trop d'argent? Est-ce qu'il ne faut pas essayer d'être plus frugaux? Sachant qu'en plus, l'IETF n'a pas d'employés. Contrairement au W3C, qui a des permanents, des gens qui sont salariés de W3C, l'IETF n'en a pas qu'un secrétariat très limité. Le travail technique, c'est-à-dire écrire ces textes, les relire, et tout ça, c'est fait par des gens qui ne sont pas payés par l'IETF et qui donc ont un financement ailleurs, alors leur employeur, par exemple. C'est un truc typique. Ça entraîne. C'est pour ça que quand je disais, par exemple, quand j'encourageais à participer à l'IETF et que j'insistais sur le fait que ça prend du temps, ça peut être difficile à faire accepter par certains employeurs. Par exemple, pour la France, dans les groupes réseau, des Français que je vois, il y a des gens d'Orange qui sont très présents, et c'est tout. Ni Free, ni SFR, ni Bouygues, jamais. Mais voilà. Une autre question. Une personne demande comment se positionne la France et les entreprises françaises dans ce type de comité. Je ne sais pas s'il y a une politique française là-dessus. Je ne pense pas d'ailleurs que ce ne sera pas forcément une bonne idée d'en avoir. C'est un peu le problème que je disais, c'est quelle est la position française sur certains sujets. Il y en a où je vois bien quel peut être l'intérêt. Par exemple, pour une autre organisation de normalisation qui s'appelle Unicode, qui normalise le jeu de caractères qui est utilisé et qui permet de transmettre des messages écrits, on voit bien l'intérêt qu'il peut y avoir pour les pays qui ne parlent pas anglais pour être sûr que leur écriture soit bien représentée dans Unicode. C'est moins évident pour l'IETF. Sur tous les débats dont je parlais, sur les 4 études de cas que j'ai parlé, est-ce qu'il y a une position française? En fait, par exemple, sur TLS 133, où il y avait un gros débat compliqué, des fois un peu méchant sur la visibilité, est-ce qu'il y a une position française? On a vu dans ce débat, on a vu des engueulades assez sérieuses, mais est-ce qu'il y avait une position française particulière sur ces débats? Les engueulades étaient des fois entre gens du même pays. Donc il n'y a pas forcément, sur tous ces points, une position française. Si je prends les trucs qui sont discutés en ce moment, par exemple sur le DNS au sein du groupe A, des paramètres comme ça, est-ce que c'est un truc qu'on s'engueule pas mal? Il n'y a pas forcément de position française, à part pour les questions donc purement linguistiques. Par exemple, pour les noms de domaine en Unicode, là, il y avait des débats qui reflétaient plus des frontières nationales. C'est notamment la seule réunion IETF, je crois, où on a vraiment failli en venir aux mains. Mais vraiment en venir aux mains, c'était des Coréens et des Japonais qui n'étaient pas d'accord. Et là, c'était un peu sur une ligne nationale, le débat. Mais plus, ils sont lancés tout un tas de souvenirs historiques à la figure, il a fallu les séparer. Mais sur des tas d'autres sujets,
les frontières du débat ne sont pas forcément nationales. Au-delà des Français, mais par exemple les Chinois, qui ont peut-être moins de liberté de parole, qui sont plus enclins à devoir défendre les intérêts de leur entreprise. Est-ce qu'eux, ils ont une démarche d'avancée groupée ou de... Il y a des gens qui, avant, bon, vous avez cité Orange, justement, les gens d'Orange qui viennent, ils se défendent en boîte aussi. Ils ont des instructions aussi, je ne connais pas les détails, je ne connais pas pour Orange. Je suis sûr qu'ils le font. Si je prends un cas plus cool, le dernier hackathon où j'étais à côté de la table où ils travaillaient sur des protocoles de diffusion de vidéo. Et il y avait la BBC, avait envoyé 6 personnes au hackathon. Et il y avait 6 personnes de la BBC, tous en bloc, pour défendre. Alors, je ne connais pas grand-chose à la diffusion de vidéos, mais en fait, ils défendaient un système plutôt qu'un autre. Et ils avaient pris soin dans le hackathon de tout faire pour que ce système marche bien et pour dire c'est ça qu'il faut utiliser. Donc, clairement, là aussi, il y avait une intervention en groupe pour défendre l'intérêt d'une boîte, ce qui ne pose pas de problème du moment où il y a cette transparence dont je parlais. C'est-à-dire qu'ils justifient après leur choix technique, ils expliquent pourquoi ils pensent que c'est mieux, et puis ils le font avec des étiquettes qui font qu'on voit ce que c'est. Pour les autres, des fois, on ne voit pas effectivement. Il y a des fois où on détecte effectivement des mouvements derrière organisés. Pas toujours. De ce point de vue-là, l'IoT n'est pas très différent de n'importe quelle association ou même n'importe quelle organisation humaine. Les gens viennent avec des intérêts matériels, des opinions, des cultures différentes. Et souvent, ils sont effectivement, excusez, de toute façon, on n'a pas intérêt à y aller tout seul à l'IoT. D'abord, on ne comprend rien. Et ensuite, on n'a aucune chance de poser. Donc, on s'avance. Avant la réunion, on discute, on se met des choses au point, on fait des groupes, ce qui est de la politique. Hein, ça n'a rien d'anormal ou de pas bien, c'est de la politique normale. On va essayer de se regrouper pour faire avancer des idées. Tant que c'est fait sincèrement et de manière transparente, ça ne pose pas de problème. Alors après, effectivement, il y a des gens qui ont plus ou moins de liberté. C'était l'exemple des gens de Vidal, qui ne pouvaient pas s'exprimer. Il y a effectivement des gens qui ont plus ou moins de liberté. C'est un problème, mais c'est un problème qui est plus général que la normalisation. C'est un problème de la liberté d'expression des employés d'une entreprise, qui est un vaste problème et qui, souvent, de temps en temps, on voit des problèmes qui sont provoqués par le fait que personne n'avait osé parler, ou personne n'avait osé dire qu'il y avait un problème. C'est vraiment, je pense que ce serait mieux si les entreprises desserraient un peu le contrôle. Bon, ça, c'est sûr que c'est aux entreprises qui moi, qui leur demander ça. Ça va pas marcher. Alors, quelques questions quand même. Une personne qui demande y a-t-il des cas de citation de normes IETF dans des lois locales à des pays? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des pays qui forcent leurs entreprises à suivre une norme? Dans des lois, je ne crois pas. Par contre, dans des trucs comme des appels d'offres publics, ça oui. Par exemple, l'Union européenne a sorti il y a une semaine, 2 semaines, un appel à proposition pour un résolveur DNS européen, de projet DNS for EU. Et dans l'appel à proposition, il y a écrit que le gagnant de l'appel à proposition devra mettre en œuvre telle norme, des normes IETF. Donc ça, c'est plus souvent, de même pour le réseau national éducation recherche Rénéter, où l'opérateur est désigné par un appel d'offres, c'est un réseau des universités publiques, dans les conditions, dans le cahier des charges, dans le cahier de post-technique particulier, enfin, un truc comme ça. Bref, dans le cahier des charges, il y a écrit la mise en œuvre de telle norme. Donc, ce n'est pas une loi, mais c'est quand même ce système de procurement, comme on dit en français, de commande publique. C'est souvent par les commandes publiques que les normes sont respectées. Si vous prenez des normes en dehors de l'Internet, celles qui sont mises dans des lois, c'est souvent celles qui peuvent toucher à la sécurité. Par exemple, pour l'électricité, il y a des normes qui sont obligatoires quand on construit une maison et qu'on a un réseau électrique. Tout ce qui touche à la sécurité, tout le truc où il y a des vies humaines en jeu. Pour le reste, ça passe plutôt par des systèmes genre commande publique. Et une dernière question que je vais trouver. En matière de sécurité, les normes ne sont-elles pas paradoxalement un talon d'Achille qui dévoilerait nos faiblesses à l'attaquant, qui du coup connaîtrait les vulnérabilités des protocoles? Alors là, cette vision de la sécurité, elle était courante il y a 50 ans. Aujourd'hui, ça fait drôle de l'entendre parce qu'elle est vraiment complètement dépassée. C'était vrai à l'époque de la Seconde Guerre mondiale quand
britanniques essayaient de percer les communications chiffrées des sous-marins allemands, chiffrées avec la machine Enigma. À l'époque, effectivement, pendant un moment, il n'y avait pas de machine Enigma sous la main, ils ne savaient même pas comment elle fonctionnait. Aujourd'hui, on a abandonné cette idée parce que l'idée, c'est qu'on sait maintenant que tôt ou tard, l'ennemi mettra la main sur toutes les informations. Ce qui s'était passé d'ailleurs dans un sous-marin allemand qui n'avait pas coulé assez vite. Les Britanniques ont pu récupérer l'Enigma en état de marche. Donc, tôt ou tard, l'ennemi l'aura. Donc, toute la sécurité des réseaux informatiques est fondée justement sur l'idée qu'il faut supposer que l'ennemi est au courant des détails et que ça doit marcher quand même. La cryptographie fonctionne comme ça, la sécurité des logiciels fonctionne comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on va faciliter la tâche à l'ennemi en lui donnant toutes les informations et tous les détails, mais ça veut dire qu'on fait comme si. Parce que de toute façon, c'est raisonnable de supposer ça. Et donc, on sait faire aujourd'hui des systèmes qui font ça. Le problème, si on garde des secrets, c'est qu'on les garde aussi vis-à-vis des gentils. Et que les méchants, en général, sont plus informés, puisqu'ils font de l'espionnage, ils utilisent des tas de méthodes dégueulasses que n'utilisent pas les gentils. Donc, garder les secrets, ça risque de favoriser les méchants. Donc, nous, aujourd'hui, clairement, pour tous les protocoles Internet, la sécurité repose sur le fait que tout est public. Et dans chaque RFC, il y a à la fin, d'ailleurs, obligation d'avoir une section sécurité qui détaille justement les vulnérabilités du protocole. Parce que si on ne les explique pas, les gens peuvent ne pas s'en rendre compte et se faire avoir et compter dessus alors qu'ils ne devraient pas. Donc, par exemple, la norme va dire « Attention, du point de vue sécurité, ça, ce n'est pas garanti. Donc, ne comptez pas dessus. » Et c'est parce que sinon, les gens se feraient des illusions. Merci beaucoup. On peut encore l'applaudir.